Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter la grande épopée de l'aplogroupe E du chromosome Y, qui est le marqueur africain par excellence. Ça va nous permettre de mesurer l'ampleur des migrations qui ont eu lieu depuis 20 000 ans. On va voir qu'elles ont largement débordé du continent africain jusqu'à gagner une bonne part de l'Europe. Je vais commencer par dire un mot sur l'Éthiopie, qui a joué un rôle décisif dans ces migrations. Elle bénéficie de deux atouts. D'abord, purement géographique. Pendant les périodes arides, c'est le point de passage obligé pour sortir de l'Afrique subsaharienne, que ce soit par le Nil ou les détroits de Bab el-Mandeb. Ensuite, climatique. De par son altitude, c'est l'une des seules régions d'Afrique subsaharienne à être naturellement épargnée par le paludisme et les autres maladies tropicales, ce qui a longtemps autorisé une plus grande densité de population. C'est sans doute ce qui explique son rôle de bastion des migrations. D'abord, c'est par là que se sont faites les premières sorties d'Afrique par Homo sapiens en plusieurs vagues. C'est également là qu'est apparu l'aplogroupe E qui nous intéresse il y a près de 70 000 ans. Le monde traverse alors déjà une phase de glaciation plutôt aride, ce qui forme des couloirs naturels d'expansion entre le désert et la forêt dense. L'aplogroupe E commence à déborder des plateaux éthiopiens en direction de l'Ouganda, ce qui provoque sa scission entre le E1 éthiopien et le E2 ougandais, il y a environ 52 000 ans. Ce dernier est devenu marginal aujourd'hui en raison des migrations ultérieures. Peu après, le E1 déborde lui-même vers les plaines du Sud-Soudan, ce qui favorise sa scission en E1A et E1B. C'est le E1A qui est associé à la première migration majeure, puisqu'il gagne l'Afrique occidentale en longeant le Sahel. Il reste bien présent aujourd'hui chez les Dogons du Mali et chez les Peuls du Sénégal jusqu'au Cameroun. Le E1B qui subsiste en Éthiopie connaît exactement les mêmes évolutions. Lui aussi se met à déborder vers le Sud-Soudan, ce qui conduit à une scission capitale il y a environ 37 000 ans. Le E1B1A finira par couvrir toute l'Afrique subsaharienne, tandis que le E1B1B s'étendra sur toute l'Afrique du Nord. Le premier migre rapidement jusqu'en Afrique occidentale dans le sillage du E1A. Le second voit l'apparition d'un nouveau marqueur noté M78, mais qui ne concerne qu'une partie des populations d'Éthiopie. Il y a 22 000 ans, le paroxysme glaciaire achève de dépeupler le Sahara. L'Éthiopie apparaît alors comme une base naturelle de repeuplement par la voie du Nil. C'est le début de l'épopée des Afro-Asiatiques. Le delta du Nil se transforme en un nouveau bastion démographique. Il y a 16 000 ans, l'augmentation des précipitations leur permet de quitter les bords du Nil. Ceux qui traversent le Sinaï pour gagner le Proche-Orient portent le marqueur M78. Ceux qui longent la côte vers l'ouest jusqu'au Maghreb voient l'apparition d'un nouveau marqueur, le M81. Pour les langues aussi, c'est un événement fondamental. C'est l'origine de la séparation entre les langues berbères au Maghreb, sémitiques au Proche-Orient, couchitiques en Éthiopie et l'ancien égyptien en Égypte. Il y a 10 000 ans, l'agriculture et l'élevage apparaissent dans le croissant fertile. Les agriculteurs M78 de Palestine se retrouvent au contact d'éleveurs qui portent l'aplogroupe J1 et qui adoptent leur langue sémitique. Plus au nord, ceux de l'actuel Liban voient l'apparition d'un nouveau marqueur, le V13. Vers 7000 avant Jésus-Christ, ils engagent des migrations par la voie maritime qui les mènent vers Chypre, la Crète, puis la Grèce, l'Albanie et toute la moitié sud de l'Italie. Ils y acquièrent une supériorité démographique naturelle grâce à leur maîtrise de l'agriculture. D'autres populations d'agriculteurs empruntent la voie terrestre. Cette double pression venue de l'Est explique sans doute le départ d'une vaste migration des Balkans vers l'Afrique, repérée par l'aplogroupe R1B. Ça coïncide avec l'optimum climatique qui favorise le repeuplement du Sahara depuis le nord, depuis les îles Canaries jusqu'à la Corne de l'Afrique. Ce repeuplement exerce une nouvelle pression sur le Sahel, qui explique peut-être l'expansion du E1B1A vers le sud, depuis la région du Haut-Sénégal et du Haut-Niger. Ça marque le point de départ des peuples nigéro-congolais. Pendant ce temps-là, les agriculteurs V13 en Europe poursuivent leur progression par groupes plus réduits,
jusqu'à la Catalogne et le sud de la France, mais sans y remplacer l'aplogroupe I qui reste majoritaire. Le retour de la désertification, à partir de 4000 avant Jésus-Christ, favorise le retour au nomadisme. Les sous-marqueurs du M78 montrent alors d'importantes migrations de l'Égypte vers la Corne de l'Afrique, qui tendent à réhomogénéiser les langues couchitiques. La mer Rouge fait office de puissant connecteur à cette époque. Les Sémites J1 du Yémen franchissent peu après les détroits pour gagner le nord de l'Éthiopie, où ils imposent leur langue et leur gène. Finalement, la première expédition attestée des Égyptiens vers le pays de Punt, en 2500 avant Jésus-Christ, s'inscrit dans ces mouvements déjà anciens sur la mer Rouge. Un autre canal de migration correspond au Nil jaune, qui reliait alors le Darfour au Nil. C'est sans doute par là qu'arrivent les langues nubiennes, qui ne sont pas afro-asiatiques. Puis l'assèchement du Nil jaune vers 2500 avant Jésus-Christ provoque des migrations en sens inverse, qui transportent le M78 jusqu'au Darfour, et de façon plus limitée jusqu'aux montagnes du Tibesti. Toutes ces turbulences finissent par provoquer une migration de population vers le sud, qui porte l'aplogroupe A. Enfin, l'assèchement du Sahara transforme les montagnes de l'Atlas en un château d'eau, d'où partent des vagues d'émigration régulières. Ça tend à réhomogénéiser les langues berbères sur toute l'Afrique du Nord-Ouest. C'est à cette même époque que la domestication du mil est réalisée autour du fleuve Niger. Elle est rapidement adoptée par les peuples nigéro-congolais qui habitent plus au sud. L'avantage démographique qui en découle favorise leur expansion vers l'est, en entraînant l'aplogroupe E1B1A avec eux. C'est le début de la grande migration des Bantous. Ils longent d'abord la forêt dense jusqu'à se retrouver en Ouganda, où ils se mélangent avec le vieil haplogroupe E2. Au même moment, vers 2000 avant Jésus-Christ, l'expansion des Indo-Européens entraîne un bouleversement capital en Europe. En particulier, ils imposent leur haplogroupe R1b en Italie. Le remplacement génétique est moindre dans les Balkans, mais les nouveaux arrivants y imposent leur langue. Ça marque la naissance du proto-grec et du proto-albanais. Enfin, cette surpression provoque un déplacement de l'aplogroupe J aux dépens du E en Crète, à Chypre et au Proche-Orient. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs fondent des colonies sur la Méditerranée et la mer Noire, mais sans conséquences génétiques marquées. C'est l'époque où les Bantous installés près des Grands Lacs reprennent leur expansion, peut-être grâce à la maîtrise de la métallurgie du fer. Le haplogroupe E1B1A en vient à conquérir une bonne partie de l'Afrique subsaharienne vers 500 après Jésus-Christ, en emportant un peu de E2 avec lui. Seul l'extrême sud-ouest, impropre à l'agriculture, reste le domaine des Khoisan qui portent l'aplogroupe A. C'est vers cette même époque que les Austronésiens venus d'Indonésie arrivent sur l'île de Madagascar, ce qui entraîne une demande de main-d'œuvre qui favorise une émigration massive depuis le continent africain. Ces populations d'Afrique deviennent majoritaires, mais adoptent la langue des Austronésiens qui devient le malgache. Ça nous emmène au 7e siècle, caractérisé par l'expansion des Arabes musulmans qui entraîne un léger afflux d'haplogroupe J1 en Afrique du Nord. Puis la conquête de la péninsule ibérique au 8e siècle implante le marqueur M81 dans la région, mais à des taux inférieurs à 10%. À cette même époque, les multiples vagues d'envahisseurs en Europe orientale poussent les Valaques à se réfugier dans les Carpates en emportant le marqueur V13 avec eux. La situation évolue peu jusqu'au XIVe et XVe siècle. À cette époque, le marqueur M78 redevient minoritaire au Soudan, du fait de l'implantation des tribus arabes qui apportent leur haplogroupe J1. Cette nouvelle pression tend à amplifier le mouvement des populations nilotiques vers le sud, comme celui des Maasai, qui apportent leur haplogroupe E1B1b jusqu'au nord de l'actuelle Tanzanie. La période qui s'ouvre est celle de la Renaissance européenne, qui marque le début de la traite des esclaves, dont le paroxysme se produit au XVIIIe siècle. L'aplogroupe E1B1A devient majoritaire aux Antilles et dépasse aujourd'hui les 15% sur tout l'est des États-Unis. Le dernier bouleversement fait suite à l'effondrement des empires coloniaux au XXe siècle. Ça favorise les migrations économiques du continent africain vers l'Europe,
notamment la France. L'apport des haplogroupes E1b1b et E1b1a par cette voie avoisinerait les 8% dans l'Hexagone. Si on ajoute l'apport des premiers agriculteurs du Levant, il y a plus de 7000 ans, on arrive à environ 12% d'aplogroupe E. Ça s'approche du taux rencontré en Espagne, qui remonte essentiellement à l'héritage du califat. C'est aussi à rapprocher du taux en Italie, d'origine très différente, puisque c'est surtout lié aux premiers agriculteurs du Levant. Plus on va vers l'est, plus cet apport levantin est élevé, jusqu'à devenir majoritaire en Grèce. En Afrique, on peut recenser 3 grands pôles qui correspondent aux 3 haplogroupes représentés. Pour le M81, ce sont les Berbères du Maghreb qui sont les plus représentatifs, avec 85% de prévalence en moyenne. Pour le M78, ce sont les Somalis, avec 81% de prévalence. Enfin, pour le E1b1a, on trouve des taux supérieurs à 80% chez de nombreux peuples d'Afrique de l'Ouest. On voit ensuite cette proportion diminuer le long de la route de migration des Bantous, depuis le Cameroun jusqu'en Afrique du Sud. Quant au V13 européen, dérivé du marqueur M78, il est partout mélangé à d'autres haplogroupes. Il n'existe donc aucun peuple type qui serait exclusivement associé à ce marqueur. Voilà pour cette vaste chaîne de migration. Si ça vous a plu, je ferai d'autres vidéos du même genre, en commençant sans doute par le R, qui est lié notamment aux Indo-Européens. Et puis, je suis en train de préparer une vidéo sur l'ADN mitochondrial. Ça va permettre d'étudier l'émigration par la voie féminine, ce qui complétera bien l'ensemble. Sur ce, je vous dis à très vite.